Mesdames et messieurs, chers amis, je veux vous redire à quel point je suis heureux de pouvoir échanger avec vous pour ce deuxième forum mondial de l'OCDE sur le blockchain. Certains prétendent que la blockchain sera la technologie de rupture la plus importante du XXIe siècle. D'autres vous expliquent que c'est une illusion technologique. Seule chose que je sais, c'est que la plupart de ceux qui parlent de la blockchain ne comprennent absolument rien à la blockchain. J'ai d'ailleurs essayé moi-même, depuis près de 3 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, d'écouter les experts, de discuter avec tous ceux qui ont innové sur la blockchain pour voir l'intérêt de cette technologie, mieux la comprendre. Et je suis arrivé à une conviction simple: la blockchain est une technologie d'avenir majeure pour la France, pour l'Europe et pour le reste de la planète. Et c'est ce qui m'a amené, avec le président de la République, à définir une stratégie claire pour la blockchain dont la France ne disposait pas il y a encore 3 ou 4 ans. Et je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés à construire cette stratégie, les experts, les responsables d'entreprise, les ingénieurs et le gouverneur Jean-Pierre Landau, à qui j'ai confié spécifiquement la mission difficile de nous aider à voir plus clair sur cette technologie et à apporter des réponses en termes d'organisation et de régulation. D'abord, je constate qu'elle a une capacité de transformation radicale pour un certain nombre d'activités. C'est bien la preuve de son efficacité. C'est vrai dans les services financiers, où l'on voit que les marchés financiers, qui sont construits sur un édifice très complexe, les places de marché, les chambres de compensation, les systèmes de règlement livraison, ont un seul et unique but, que je comprends parfaitement, qui est de garantir la sécurité des transactions financières. Eh bien, la technologie blockchain peut, à terme, remplacer ces infrastructures très complexes. Elle est donc une technologie très prometteuse pour ces services financiers, puisqu'elle permettrait de substituer à tout un ensemble extraordinairement lourd et complexe de certification de la transaction financière un protocole blockchain. Ce protocole permettrait de fournir une solution complète, décentralisée, qui permet de réaliser des transactions, d'enregistrer ces transactions et de stocker la valeur liée à ces transactions. C'est vrai également dans le secteur des services, et la blockchain n'est pas limitée au secteur financier, comme je l'entends trop souvent dire. Elle permet par exemple d'établir des contrats intelligents qui sont une véritable révolution dans le secteur des assurances. Ils vont permettre par exemple d'automatiser certaines tâches au bénéfice des consommateurs en déclenchant de manière immédiate l'indemnisation d'un assuré en cas par exemple de catastrophe climatique. Je considère que c'est un véritable progrès pour l'assuré que d'avoir le déclenchement immédiat de son contrat d'assurance en cas de catastrophe climatique, plutôt que d'avoir une succession de décisions qui permettent cette indemnisation. Et c'est vrai aussi dans l'industrie manufacturière. Et je voudrais que ce deuxième forum permette à chacun de réaliser que la blockchain ne se limite pas aux services, mais qu'elle est déjà à l'œuvre dans l'industrie manufacturière et dans la production industrielle. Elle va, à mon sens, bouleverser tous les secteurs et tous les processus de production industrielle. Prenons un exemple qui est celui de l'agroalimentaire. Il y a une question clé dans l'agroalimentaire, c'est la traçabilité des produits. Eh bien, la blockchain nous offre une solution efficace, incontestable, de traçabilité totale des produits tout au long de la chaîne de production et d'approvisionnement jusqu'au consommateur, en garantissant la confiance totale dans la sécurité sanitaire des produits. C'est une avancée absolument majeure. Tout cela doit nous amener à avoir une stratégie. À partir du moment où on voit que la blockchain se développe dans tous les secteurs d'activité économique, des services financiers à l'assurance, en passant, j'insiste là-dessus, à l'industrie manufacturière, il faut que nous ayons une stratégie qui nous permette de maîtriser la technologie et de la réguler. Car c'est un des grands défis démocratiques du XXIe siècle que de conjuguer maîtrise des technologies et régulation de cette technologie en fonction de nos valeurs. Car ce sont les démocraties qui déterminent les valeurs des technologies
et pas, j'aurai l'occasion d'y revenir, les technologies qui déterminent nos valeurs. Et c'est un point absolument décisif si nous voulons, en matière d'intelligence artificielle, de véhicules autonomes ou de tout autre progrès technologique, que ces progrès soient acceptés par nos concitoyens. Sur la technologie elle-même, nos centres de recherche et de formation, par exemple l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, l'INRIA, ou l'École polytechnique, se sont orientés vers l'apprentissage de cette technologie. Et c'est la vitalité de cette recherche qui nous a permis de construire en France un écosystème d'innovation particulièrement performant. Il existe aujourd'hui plus de 200 entreprises qui développent des projets en blockchain en France. Et tous nos grands groupes expérimentent la blockchain dans leurs services et seront bientôt prêts à diffuser cette innovation dans leur secteur. Cela implique évidemment un effort d'investissement. Le gouvernement français a donc décidé de soutenir l'innovation dans cette technologie de pointe, notamment via le plan Deep Tech de la Banque publique d'investissement et le Fonds pour l'innovation de rupture. J'aurai là aussi dans les prochaines semaines, dans le cadre du pacte productif que m'a confié le président de la République, l'occasion de revenir sur cet effort d'investissement nécessaire en France et en Europe. C'est un enjeu clé du XXIe siècle. Cette stratégie blockchain, elle inclut également un volet comptable et fiscal. Et là aussi, vous voyez que derrière cette technologie de la blockchain se dessine tout un ensemble de choix politiques majeurs pour le XXIe siècle. Pas d'idéologie libertarienne, le respect de l'autorité de l'État qui sert l'intérêt général. Pas de dérégulation totale au motif que ce sont de nouvelles technologies, mais une régulation adaptée, souple, sur la base du volontariat. Et évidemment, une fiscalité qui tienne compte de cette nouvelle création de valeur. On ne va pas continuer à taxer massivement l'industrie manufacturière avec son implantation physique, ses salariés, ses ouvriers, ses robots, et refuser toute taxation aux activités dématérialisées qui créent de la valeur. Ce serait injuste et ce serait totalement inefficace du point de vue du financement de nos biens publics. Nous sommes donc engagés, avec le soutien total de l'OCDE, sur la définition de la fiscalité du XXIe siècle. Vous savez que c'est un des engagements forts du président de la République et de la France depuis près de 3 ans. Notre détermination à aboutir sur un accord international à l'OCDE, sur la fiscalité du numérique et sur la taxation minimale est totale. L'un comme l'autre sont indispensables à une fiscalité juste et forte au XXIe siècle. La fiscalité minimale, d'abord. Il est indispensable que nous puissions tous ensemble nous mettre d'accord sur un niveau minimal d'impôt sur les sociétés. Après tout, nos amis américains sont arrivés à le faire. Et ils ont une disposition dite GILTI qui prévoit un taux d'imposition minimal d'un peu plus de 13% pour éviter que des grandes multinationales puissent échapper à l'impôt. Nous avons encore récemment le FMI qui tire la sonnette d'alarme et qui nous dit voilà, il y a des grandes entreprises qui produisent là où les coûts de production sont les plus faibles et qui rapatrient leurs bénéfices là où les impôts sont les plus bas, voire n'existent pas. Personne ne peut accepter cela. Il faut donc une taxation minimale et avec nos partenaires allemands, avec les membres du G7, nous sommes déterminés à aboutir sur ce pilier de la nouvelle fiscalité internationale du XXIe siècle. Et puis il y a la taxation digitale, dont on entend beaucoup parler et qui reste aussi au cœur de la volonté politique française. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui réalisent des milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un territoire, par exemple la France, qui ont des dizaines de millions de clients en France ou sur le marché unique européen, et qui payent des impôts dérisoires pour une raison simple. Ils n'ont pas de présence physique sur le territoire. Au motif que vous n'avez pas de présence physique, vous ne payez pas d'impôt. Mais l'impôt, il est lié au profit que vous faites, pas à votre présence ou non sur un territoire. Donc il est cohérent, nécessaire et juste de mettre en place cette fiscalité numérique. Nous avons essayé depuis 2 ans de convaincre nos partenaires européens. Et nous y sommes presque arrivés.
Il y a juste 4 États qui s'y sont opposés. J'en tire une conclusion simple, il est temps de passer à la majorité qualifiée sur les décisions fiscales en Europe plutôt qu'à l'unanimité. Ça nous permettra d'avancer plus rapidement. Mais faute d'accord européen, nous avons mis en place une taxe nationale qui va s'appliquer dès le 1er janvier de cette année 2019. Mais nous avons trouvé aussi un accord avec nos partenaires américains en marge du G7, avec le président de la République, qui prévoit des choses très simples. Dès qu'il y aura un accord ici à l'OCDE sur la taxation du digital, cet accord international remplacera la taxe nationale en France. Et jusque-là, la taxe nationale s'appliquera. Je pense que c'est une incitation forte pour accélérer les travaux de l'OCDE et obtenir un accord sur la taxation internationale du digital au premier semestre 2020. En tout cas, c'est notre volonté et notre détermination. Cette technologie blockchain, elle soulève aussi des questions comptables et fiscales épineuses. L'explosion du cours de certains cryptoactifs, tels que le Bitcoin, ont permis à certains investisseurs de réaliser des plus-values considérables. Or, l'opacité des places de marché, la faible traçabilité des transactions crypto ont pu conduire à une absence totale de taxation des plus-values dans certains cas. Là encore, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une plus-value de plusieurs centaines de milliers d'euros sur crypto-actifs échappe à tout impôt, alors que les gains générés par un investissement dans une entreprise traditionnelle qui peut parfois être risqué, y sont assujettis. Nous avons donc introduit un cadre fiscal adapté à cette question des crypto-actifs qui permet d'appréhender la richesse créée au moment où les crypto-actifs sont convertis en monnaie traditionnelle, tout en exonérant les transactions crypto-crypto. Et nous nous sommes longuement posé la question, est-ce qu'il ne faut pas taxer la transaction crypto-crypto? Mais si vous taxez cette transaction crypto-crypto, eh bien c'est des centaines de milliers de transactions qui deviennent taxées, parfois de manière totalement inefficace et de manière déséquilibrée. Nous estimons que le bon moment de taxation, c'est celui où la transaction crypto se transforme en monnaie traditionnelle. Il nous semble que c'est un point d'équilibre qui favorise le développement du secteur, tout en garantissant une équité en matière de fiscalité. Aujourd'hui, notre planète est confrontée à des défis majeurs sur lesquels, comme le président de la République ne cesse de le rappeler, il l'a encore fait à cette tribune il y a quelques mois, seules des solutions multilatérales sont adaptées. Vous avez un défi climatique dont seules les nations rassemblées pourront apporter des réponses. Vous avez un défi démographique considérable, où là encore, seul le rassemblement des nations permettra d'apporter des réponses efficaces. Et vous avez ce défi technologique majeur, qui est à la fois un défi de souveraineté, un défi de maîtrise, qui va maîtriser la technologie de l'intelligence artificielle et qui ne la maîtrisera pas, et un défi politique. Comment est-ce que nous garantissons notre maîtrise des technologies et pas la maîtrise des technologies sur nous-mêmes? La blockchain pose cette question. La monnaie digitale pose cette question. L'intelligence artificielle et tous ses développements posent cette question. Eh bien, le rôle de la France sera toujours de rappeler que ce sont les hommes qui doivent maîtriser les technologies en fonction de leurs valeurs et pas les technologies imposer leurs valeurs aux hommes. Je vous remercie. Je m'appelle Philippe Thévaux, je travaille dans la société SICPA. SICPA est une société qui s'occupe de fabriquer des encres de sécurité pour les billets de banque. Mais au fond, c'est un générateur de confiance dans le monde physique pour avoir confiance dans un billet de banque. Mais maintenant, les gouvernements font de plus en plus d'un mouvement dans la direction du digital, de l'e-government. Et donc, notre travail consiste à proposer des solutions qui permettent de générer de la confiance dans le monde digital. Lorsqu'un gouvernement veut dématérialiser un certain nombre de documents, pensons à un titre de propriété pour le registre foncier, eh bien, quand ce document papier disparaît et devient un document complètement digital, comment puis-je avoir confiance dans ce document digital? Et la blockchain est un élément absolument fondamental comme encre de confiance. Pour ancrer cette confiance, la blockchain permet de faire en sorte que je puisse avoir
plus confiance dans ce document digital que dans un document papier signé par un notaire. Alors il a absolument raison, c'est absolument fondamental. Son message est de dire on essaye au sein du gouvernement de comprendre ces technologies et ensuite on fait en sorte de pouvoir adapter justement le cadre législatif pour ça. Donc le message de Bruno Le Maire ce matin allait exactement dans la bonne direction et il doit être de plus en plus diffusé au sein justement des décideurs, des gouvernements, de leurs administrations. Parce qu'en effet, le blockchain a fait l'objet de beaucoup de hype et on en parle sous toutes sortes de formes. Et comme l'a dit Bruno Le Maire ce matin, beaucoup de gens parlent de la blockchain sans vraiment comprendre tous les tenants aboutissants de ces technologies. Il y a des aspects extrêmement positifs, il y a aussi des aspects négatifs et il faut faire la part des choses et ensuite il faut trouver les bonnes personnes qui peuvent fournir les bonnes solutions au niveau blockchain parce qu'on trouve absolument tout dans cet écosystème.